Allez, on est concentrés là. On va y arriver. Et donc le conseil c'est de pagayer ou pas pagayer? Ouais, c'est pagayer pour rester droite. Ok. Sinon... Là, on n'est pas bien par exemple. Tu peux nous retourner? J'essaye. Ok, je le fais. Ok, là, tout droit. Attention. C'est quand même incroyable, Anne-Fleur, que à peine arrivée à Denver, capitale du Colorado, la première chose que je fais, c'est du canoë en pleine ville. Oui, complètement. On navigue sur quelle rivière là? On est sur la South Platte River, Ouais. qui est à la confluence aussi de la Cherry Creek River, là où on est. Et donc c'est sur la South Platte River qu'on a trouvé les premières paillettes d'or. Celles qui ont déclenché la grande ruée vers l'or de 1858. Ouais, et le développement de Denver du coup en général. Ok, Denver est une fille de la ruée vers l'or. Exactement. D'accord. Donc là, je suis en plein pays western. Pourquoi t'es venu dans le Colorado justement? Ah, écoute, je suis venue dans le Colorado, effectivement parce que je m'intéresse beaucoup à la question de l'eau. Ouais. Et puis c'est un vrai sujet l'eau ici dans le Colorado. Ben, il se trouve que ce fleuve a perdu 20% de son débit en un siècle, alors que la population qui vit le long de ses rives ne cesse d'augmenter. Ouais. Donc je viens voir comment ça se passe dans cet état. Comment est-ce qu'on vit près de l'eau ou sans eau, Ouais. parfois, dans les vallées très, très désertiques. Ouais. Et comment on la partage. Oh bah c'est super intéressant. Et surtout, rencontrer les gens comme toi, Anne-Fleur, qui vivent ici, soit parce qu'ils y sont nés, soit parce qu'ils sont tombés amoureux de ce territoire. Alors attends, on va être interrompu par le rapide. Je sens que ce voyage va être magnifique. T'es prête? Pas trop. On y va quand même. Voilà. Check. Bienvenue au Colorado. Exactement. Colorado! Sabine Quindou à l'heure américaine. Bienvenue dans le Colorado. Un voyage rafraîchissant Ça va éclabousser, on va se faire mouiller. C'est super impressionnant. au cœur des grands espaces. Ici, c'est une partie du territoire dont on ne profite pas réellement, sinon en montant à cheval. C'est la seule vraie manière de découvrir ces lieux. C'est dur à imaginer aujourd'hui. En voyant notre village de San Telmo, né en 1880, il y avait environ 2000 personnes qui vivaient ici. Dans un décor de cinéma, En tant que responsable de ces bisons, c'était effectivement notre but premier de créer un troupeau viable qui puisse contribuer à une plus large échelle à la conservation de l'espèce. Oh, Rocky! toujours différent, Et ben, je t'amène à Red Rocks, qui veut donc dire roche rouge. C'est un amphithéâtre mythique et un parc que j'ai hâte de te faire découvrir parce que c'est vraiment magnifique. Mon rêve, c'est de participer à la première épreuve de para-escalade aux Jeux de Los Angeles en 2028. Ça fait peur. mais avec un point commun. Oh, elle est énorme! Belle prise. L'eau. Normalement, vous ne pouvez pas cultiver d'arbres fruitiers ici dans le Colorado, car le climat est trop variable. Mais ici, grâce à un microclimat, c'est possible. Cette eau est très précieuse. Sans l'eau ici, nous n'aurions pas d'agriculture. Welcome to Colorado! Regarde comme c'est joli. Ouais, c'est super. Cherry Creek Trail, Ouais.
c'est une piste cyclable qui longe la rivière jusqu'au centre-ville. Jusqu'au centre-ville et qui part d'assez loin en fait au sud de Denver. Ok. Et c'est génial, tu vois, t'es en ville, t'entends les sirènes, mais t'es en plein dans la verdure en même temps, le long de la rivière. C'est assez chouette. Et donc t'as beaucoup de gens en fait qui vont au boulot comme ça. Là on est un peu en heure de pointe, donc il y a du monde. Ok, je comprends. Mais toi, Anne-Fleur, qu'est-ce que tu fais ici, aux États-Unis en général et à Denver en particulier? Eh bien écoute, en fait je suis partie aux US. Comme beaucoup, tu sais, dans l'enseignement supérieur, on doit faire un stage à l'étranger pour perfectionner son anglais. À l'époque, j'étais ingénieure et donc je suis partie faire 6 mois de stage. Ingénieur dans quel domaine? Dans le domaine des organes artificiels, en biomécanique et dans le biomédical. Ouais. Et je sais pas, ça a été la révélation. Ah ouais. Et en fait, j'ai rencontré aussi celui qui est devenu mon mari. Voilà. Et en 2019, on est venu passer Thanksgiving dans le sud du Colorado chez des copains de Boston qui venaient de s'y installer. Et on est tombés amoureux de cet état. Pour tout plein de raisons, mais la nature, l'accessibilité, on a vraiment trouvé ça génial. Mais toi ici, tu n'es plus ingénieure. Oui. Tu es podcasteuse. Je sais pas si ça se Exactement. dit. J'adore raconter des histoires et écouter, en fait, recueillir les confidences, les histoires des gens. Je trouve ça passionnant et hyper enrichissant. C'est vraiment chouette. Bon, écoute, première étape, downtown. Ok, Je vois un peu à quoi ressemble cette ville et ensuite, c'est l'aventure. c'est parti. Larimer Square. Larimer Square. Mais là, on est en cœur de ville, là. Ça y est, Anne-Fleur. C'est la toute première rue, en fait, la première rue commerçante, la première rue historique de Denver. Ouais. Ah ouais. Et Larimer, en fait, c'était le nom du fondateur de Denver, du général Larimer, qui a du coup donné son nom à cette rue. artère. Ouais. Donc là, tous ces bâtiments, de toute façon, c'est écrit dessus, ont été érigés dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est ça. Juste après la rivière, alors le début de la rivière. Exactement, la naissance de Denver. C'est génial. Ouais. Donc là, on peut imaginer que tous ces restaurants, tous ces magasins de vêtements étaient à l'époque des saloons. Exactement, t'imagines les Avec les cow-boys, portes. les chevaux qui attendent devant. C'est extra. Trop beau. Qu'est-ce que t'en penses? Mais très bien. Oh, tu m'imagines là descendre de la montagne à cheval? Mais carrément. Évidemment. Attends, faut que je me trouve ma chemise alors. Bah ouais. On va être d'accord. Et c'est la boutique des merveilles ici en fait. C'est clair. Cette chemise est intéressante, car elle porte notre signature. Ranchwear. Et c'est mon grand-père qui l'a créée en 1940. Ah ouais. Rockmount a été fondé en 1946 par mon grand-père, Jack Whale. Il a été le plus vieux dirigeant d'une entreprise. Il a travaillé jusqu'à l'âge de 107 ans. Wow. Il est connu pour avoir été le premier à mettre des boutons pression sur les chemises. C'est devenu notre marque de fabrique, la chemise à boutons pression. Ça a contribué à créer une identité pour les personnes du Far West, les cowboys. Et cette renommée a commencé avec Elvis dans le film Love Me Tender. Ah oui. Il a porté une de nos chemises. Et depuis, nous avons eu la chance d'habiller des gens comme Eric Clapton, Robert Plant, Bruce Springsteen. Nous avons une centaine de gammes différentes. Celle-ci m'a l'air bien. Oui, très beau. Je prends celle-là? Ok. Ouais. C'est un de nos classiques, elle ne sera jamais démodée. Sabine, bon voyage. Merci Steve. Merci beaucoup. Je vais être belle.
Bienvenue à Denver. Nous allons faire le tour de la ville et découvrir de nombreux sites historiques. Ici, les gens adorent le vélo et nous avons énormément de circuits possibles. C'est parti, en selle. La métropole de Denver possède près de 1300 km de pistes cyclables. Une exception pour une ville américaine. Une aubaine pour les 3 millions d'habitants de l'agglomération, comme Roger, guide depuis des années dans sa ville et à vélo depuis 5 ans. Denver, c'est le paradis du vélo. Beaucoup de gens vont au travail à vélo. On voit énormément de familles en balade dans la ville. On aimerait voir de plus en plus de cyclistes et moins de trafic routier. Cette pierre avec laquelle cet édifice a été bâti me fait penser justement à l'activité minière du Colorado. Les mines ont fait venir ici des gens du monde entier et Denver a hérité de très beaux bâtiments grâce à cela. Nous exploitons l'or, l'argent, le charbon, le pétrole et cette roche dont le nom commence par un M. Du marbre? Le marbre, oui, tu marques un point. Rouler à vélo permet de voir plein de choses que nous ne verrions pas en voiture. Vous pouvez apprécier l'architecture. Vous pouvez voir les gens vivre dans la rue. Vous ralentissez. Sur votre vélo, vous pouvez profiter bien plus qu'en traversant tout droit la ville dans votre voiture. À 2 roues, Roger peut rejoindre chaque quartier du centre en une quinzaine de minutes. Il retrouve sa collègue Sky dans le quartier branché et tout en couleur de Rhino. Salut! Salut Roger, comment ça va? Ça va? Ça fait plaisir de te voir. On va faire un tour? Oui. Ville à taille humaine, Denver se visite facilement à pied. Passionné d'art, Sky n'a pas choisi de vivre à Rhino par hasard. Rhino est un quartier très chouette. C'est vraiment le quartier des arts. Les fresques murales sont une des choses qui font la réputation de Denver, et spécifiquement à Rhino, qui en est l'épicentre. Ces œuvres changent constamment. Ce sont en quelque sorte des installations publiques. N'importe qui peut venir pour peindre à son tour. Même en périphérie de Denver, certains choisissent de se déplacer à vélo. Adam habite la petite ville de Golden, mais il travaille dans Denver. Il parcourt chaque jour 30 km, soir et matin. Mon trajet suit en partie la rivière Clear Creek et d'autres cours d'eau presque tout le long, donc c'est vraiment calme et sécurisant de se rendre au boulot. C'est un incroyable trajet contemplatif au cœur de Denver. Adam a créé sa propre société. Et bien sûr, il vend des accessoires pour vélo. Notre tout premier produit est ce porte-gobelet absorbeur de choc qui permet d'éviter de renverser. Et puis on fait aussi un sac isotherme. Je mange, je dors, je respire le vélo. Je fabrique des accessoires pour vélo. Je roule dès que j'en ai la possibilité. C'est une part importante de ce qui m'a amené au Colorado. Adam a pu profiter d'un programme finançant des vélos cargo pour des petites entreprises comme la sienne. Le prix de ce vélo est d'environ 8 000 $, entièrement pris en charge par la ville et son bureau d'action pour le climat. On a de la chance de bénéficier d'un tel programme. Hey, comment tu vas? Bien. Tiens le colis. Je fais un maximum de nos livraisons locales à vélo. Grâce à ce vélo cargo électrique, ma voiture reste au garage. J'ai fait plus de 1900 km cette année. C'est autant de kilomètres en voiture en moins. Quand Adam ne sillonne pas la ville pour le travail, il le fait pour le plaisir. Ce mercredi soir, il rejoint un rassemblement de vélos pour une sortie nocturne dans les rues de la ville. Et il n'oublie pas d'offrir ses accessoires. Yes. Oh mon Dieu! Merci, tu es mon sauveur aujourd'hui. Thank you. Merci, tu es vraiment super mon pote. Awesome, Nous sommes ici au Wednesday Night Cruiser. C'est l'un des plus vieux rassemblements de vélos de Denver. Denver compte plus d'une dizaine de rassemblements cyclistes réguliers.
Regardez autour de vous, nous sommes tous de différentes générations, de différents quartiers, de différents styles et origines. Mais on roule tous ensemble et on s'éclate. Quand les deux roues se mettent en route, toute la ville s'anime. Salut, on est bien. Là, c'est juste un petit rassemblement. En été, on est des milliers. Je peux pas imaginer la ville de Denver sans vélo. Le vélo, c'est ce qui fait l'esprit de cette ville. Là, comme tu es avec une Française qui vit aux États-Unis, tu dois quand même attendre le vert pour traverser. Ah oui, d'accord. On n'est pas à Paris. Ok. T'as senti la tentation de traverser sans avoir l'autorisation. Ah voilà, donc tu m'emmènes à Union Station. The place to be à Denver. La grande gare de Denver. Exactement. Et pourquoi cette gare est-elle l'endroit qu'il faut voir quand on vient à Denver? Par rapport à l'histoire de la ville, c'est un lieu qui est hyper important parce que Denver s'est construit autour du coup de la découverte de l'or. Plus on a trouvé d'or, plus il a fallu imaginer une manière d'envoyer cet or quelque part et d'en faire quelque chose. Et donc en fait Denver s'est beaucoup construit autour de ces réseaux en fait ferroviaires. Ok. L'intérieur c'est aussi beau que l'extérieur? C'est plutôt canon. Ouais. Plutôt canon. Alors, immense déjà. Est-ce que ça ressemble à une gare? Mais non, c'est hyper surprenant. On dirait pas du tout un hall de gare, on dirait... Un hall d'hôtel un peu, non? Ouais, c'est ça, un lobby d'hôtel ou de casino. Bah, en fait, de chaque côté, regarde, de la gare, en fait, t'as des chambres d'hôtel. Il y a un hôtel. Vraiment un hôtel. Il y a vraiment un hôtel. Dans la gare? Mais t'es aussi dans la gare, effectivement. Ah, ok. Ah oui, d'accord, les lignes sont là-bas. Les chemins de fer sont là. Et si tu regardes ici, tu vois le terminal bas, c'est les anciens guichets en fait, auxquels tu allais prendre son ticket. Et en fait, maintenant, tu peux aller prendre un cocktail ou une bière. D'accord. C'est canon, hein? Ah bah c'est magnifique. C'est ce qu'on fait, je t'offre un petit verre. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, un café avec grand plaisir. Ok, installe-toi, je vais chercher un café. Merci. May I have your attention, please? The next day line to Denver Airport will be on track 6. Tiens, une fleur. Merci beaucoup. Hop. Trop bien, merci. Voilà, qualité de service. 5 étoiles. Et du coup, je voulais te demander, la grande période de développement de Denver, c'est la deuxième moitié du 19e, donc avec cette fameuse ruée vers l'or. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a toujours autant de trains. Je crois qu'il y a 250 trains par jour. Il y a plus de 200 trains par jour qui partent. Alors, tu peux aller d'ici à Chicago, tu peux aller à San Francisco, tu peux aller dans l'Utah. Enfin, en fait, c'est vraiment un point central des États-Unis à bien des égards. Et donc, en train, tu peux aller te balader un peu partout. Pour poursuivre mon initiation coloradienne, t'as promis de m'emmener voir le pays rouge. Exactement. Mais on y va en train? Non. Ok, je te fais confiance. Qu'est-ce que c'est, Anne-Fleur, que cette caravane de poche? Caravane de poche, c'est une bonne description, je trouve. Et ben écoute, c'est ce qu'on appelle un teardrop, donc une goutte de larmes. Une goutte d'eau? Une goutte d'eau, ouais, voilà, c'est ça. La caravane en forme de goutte d'eau, effectivement. C'est un truc super léger qu'on a adopté en famille, qui est hyper populaire dans l'Ouest américain. Donc l'idée, c'est être tout de suite dans la nature et pouvoir camper. Hop, ça se décide le vendredi soir. Complètement, exactement. De manière hyper spontanée. Et puis, il y a un truc ici dans la montagne qui s'appelle le mouvement Leave No Trace, donc ne laisser aucune trace derrière toi. Et donc, finalement, en fait, t'es complètement... tu te suffis à toi-même, si tu veux, dans cette petite truc. Tu verras, derrière, tu as une petite cuisine, tu as une petite cabine pour dormir, etc. Ok. Donc, en fait, là, tu as prévu
de quoi me permettre de faire une petite sieste pour me remettre du décalage horaire. Exactement. Yes. C'est bon ça. Je suis en train de voir le paysage. Ouais. Où est-ce que tu m'emmènes? Et ben je t'emmène à Red Rocks, qui veut donc dire roche rouge. Ok, ça porte bien son nom. C'est un amphithéâtre mythique et un parc que j'ai hâte de te faire découvrir parce que c'est vraiment magnifique. Et bah là, ça change quand même pas mal de Union Station. C'est fou de se dire qu'on est qu'à 20 minutes du centre de Denver, non? Je suis émerveillée, c'est spectaculaire. Tu sais ce que je trouve génial, c'est que non seulement c'est superbe, mais en plus, le paysage là nous raconte son histoire. Complètement. Tu vois toutes les strates en fait qui te racontent le temps qui passe. En fait, le Colorado c'était un océan avant. On est sous l'eau là. On a plus de 300 millions d'années. Plus de 300 millions d'années là d'histoire. Ouais, c'est beau. C'est beau. Hein. L'amphithéâtre, ce serait par là? Exactement. Donc là, t'as des grandes stars qui sont venues ici, j'imagine, le décor est tellement dingue. Ouais, bah t'as les Beatles, écoute, qui sont venus en 64 et en fait t'as ces deux rochers qui sont stratégiquement positionnés et qui offrent en fait une diffusion du son qui est juste incroyable. Et en fait ici tu peux venir pour un concert. Ouais. Tu vois qu'ils sont en train de répéter pour le concert de ce soir là. Ouais. Et tu peux aussi venir en fait tout l'été, il y a du yoga tout le week-end qui est donc t'as le prof de yoga, t'as deux profs de yoga, un en anglais, un en espagnol. Et voilà. Moi, c'est toi que j'applaudis là. Et toi, depuis que tu es aux États-Unis, tu conçois des podcasts. Ouais. Je me sentais un peu déconnectée, tu vois, de la communauté française à ce moment-là. Je vivais aux États-Unis, j'avais beaucoup de questions, je venais de devenir maman. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon tout premier podcast indépendant qui s'appelle French Expat. Et ça fait, on va fêter les 5 ans du podcast là dans 15 jours. Ouais, d'accord. Je suis super contente, on a passé plus d'1,5 million d'écoutes là avec... Mais bravo, ouais. Félicitations. C'est un cap sympa. Ah ouais, c'est super. En fait, je me rends compte, tu sais, par quoi c'est les messages que je reçois. C'est vachement sympa quand les gens prennent le temps en fait de mettre un petit message et ils me font bah voilà, moi je t'ai écouté de telle période à telle période et ça y est, on est installé depuis je sais pas 6 mois aux États-Unis, au Québec, en Australie. Et tu dis ouais, c'est génial d'avoir pu contribuer en fait à cette à la prise de décision. Ouais, cette partie de leur histoire, c'est une grande fierté. Bah félicitations, Anne-Fleur, bravo. Merci. Merci beaucoup. Je suis très concentrée sur mes lacets de montagne là que je suis en train de... Tu fais bien, en fait ça m'arrange en même temps. Concentre-toi, j'arrête de te distraire. Je suis absolument d'accord pour que tu te concentres sur cette route en lacets. T'ouvrir l'autre côté? Tu sais là où je vais faire ma sieste? Hey, c'est au canon. Ça va la vue là, pas mal. Vue sur le lac et les Aspennes. Hop. Et là, c'est la cuisine. C'est la maison. Ok. On s'installe? Bah carrément. Attention. Ah oui, d'accord. Le plongée. Le plongeon te permet de squatter ta mini caravane. Avec grand plaisir, c'est fait pour. Avec la vue. Ah ouais, c'est plutôt canon. Je t'avais promis ta sieste. Magique. Crinque. Bienvenue dans le Colorado. Oh, mais merci. Ton initiation est presque complète. Est-ce qu'elle sera achevée quand j'aurai mangé un marshmallow? Non, il y a des chances. Grillé. Quand je pense, Anne-Fleur, qu'à peine arrivée dans ce pays, j'ai fait du kayak sur des petits rapides en pleine ville, en pleine capitale, que j'ai écouté du rock dans une salle à ciel ouvert de 9000 places, et que maintenant je suis en train de manger des marshmallows. Bon, j'ai un peu raté cette épreuve au bord d'un lac. Mais c'est incroyable. On est d'accord.
Tu viens ici, c'est difficile d'en repartir. Et ça, c'est ta vie. Et bah, tout est j'ai choisi. vachement de chance, ouais. T'as un peu mérité ta chance. Ah, je sais pas, mais en tout cas, je savoure. Merci Anne-Fleur. Autour de Denver, profiter d'une nature sauvage est très simple. Les montagnes bordent la ville et c'est un formidable terrain de jeu pour les passionnés d'activités extérieures. Le meilleur moyen de profiter de ces paysages, c'est sur une planche. L'endroit est idéal. Vous avez des courbes assez douces qui vous donnent de bonnes sensations descendant ces collines. C'est très beau. À presque 60 ans, Jason est un passionné de skate et de longboard. Il en a fait son métier en tant que constructeur de planches. Il a d'ailleurs trouvé un moyen de descendre ces montagnes autrement que par la route. Voici le mountain board. C'est très différent du longboard. On a des roues pneumatiques, un système de suspension plus important. On s'attache les pieds sur la planche. C'est plus ou moins un surf avec des roues. Mais dans la poussière et les cailloux. Et c'est ici que tout a commencé, à Grand Park Range. C'est un vrai terrain de jeu pour le mountain board. Comme un skatepark fait par la main de Dieu pour que l'on s'éclate. Tant qu'on se prend pas un arbre. On y va pour la première. Le mountain board offre une vraie image de l'esprit du Colorado. Ça rassemble l'aventure, les montagnes, l'exploration, tout ceci en pleine nature. Ce sport résume clairement la mentalité locale. That was good. Près de Colorado Springs, un lieu spécial illustre cette passion locale pour le dépassement de soi. Le Manitou Incline, une ligne droite de 1 km 400 et 600 mètres de dénivelé à travers la montagne. Une montée de 2768 marches. Ce lieu est spectaculaire, unique, vraiment unique. Il ne faut pas courir. Parce que si vous n'avez pas la condition physique, avec la pression sanguine, vous risquez le malaise. Vous voyez, pas comme ce fou. Adolfo vient régulièrement du Paraguay pour visiter sa famille. À chaque séjour, il monte le Manitou Incline. Pour moi, c'est un vrai défi physique, un challenge sportif. J'ai fait un check-up de santé avec un électrocardiogramme. Et mon médecin m'a dit que tout était parfait. Ce genre d'exercice allonge l'espérance de vie. Et il le faut, car on ne vit qu'une fois. Parfois, la vie se résume à gravir une montagne. Et on met des défis sur notre parcours pour les affronter et se prouver à soi-même qu'on en est capable. Question défi, Jordan n'est pas en reste. Elle vient ici chaque jour. Elle est la première femme à avoir monté l'Incline au moins 500 fois en une année. Et elle fait partie de la communauté d'habitués comme Steve, qui n'en est pas à son coup d'essai. Ça fait si longtemps. Oui, ça fait des mois. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais là si tard? Eh ben, c'est mon heure maintenant. Parce que tu es retraité. Oui, grâce à la retraite. J'ai le record du plus grand nombre d'ascensions effectuées. C'est le temps d'une vie. J'en suis à 5400 et des poussières. 2 fois par jour pendant environ 15 ans. Et voilà, c'est comme ça qu'on en arrive là. Ça n'est jamais vraiment ennuyeux. C'est suffisamment difficile pour ne pas être lassant. Et quand tu doutes, tu comptes les marches. Je compte les marches chaque jour. Je les connais chacune par leur petit nom. Love you, big. Love you. Bye. La liste des différents records est longue. La montée la plus rapide, le plus grand nombre en 24 heures, et même le plus rapide sur l'Inclinaton. 13 montées et descentes d'affilée, soit la distance d'un marathon. Prête aux exploits, Jordan aborde la montée au pas de course.
Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. On se sent comme à la maison. Pour moi, la maison, c'est comme mon cœur bat fort. Pour ceux qui ont le cœur moins bien accroché, on peut suivre le sport en simple supporter. La ville compte une équipe dans chacun des sports majeurs du pays. Football américain, basket et baseball. Aujourd'hui, les Colorado Rockies accueillent l'équipe des Chicago Cubs et tous les supporters sont de sortie. Nous sommes des fans des Rockies depuis le premier jour. Nous étions d'ailleurs ensemble pour le tout premier match. Si vous portez du violet aujourd'hui et que vous êtes encore là à la fin de la saison quand l'équipe sera éliminée prématurément, vous êtes un vrai supporter des Rockies. Je crois que cela en dit beaucoup sur les supporters de baseball et de sport en général au Colorado. Nous sommes passionnés, dévoués et on aime nos équipes et notre État. C'est un peu comme le jour de Noël ou un jour férié. C'est vraiment super d'être ici. L'état d'esprit autour de l'équipe est incroyable. Des supporters fidèles, malgré les piètres résultats de leur équipe ces dernières années. Il faut toujours être optimiste. Alors je dirais, allez les Rockies. Un cri de ralliement repris en chœur alors que les alentours du stade Coors Field se parent de violet. Welcome to Coors Field. Salut, allez les Rocks. Preuve de la passion locale pour le sport, l'équipe olympique américaine est installée au Colorado. Dans les Rockies, ces montagnes environnantes, les exploits sportifs s'écrivent au quotidien. Si tu as peur que tes chaussons soient trop rigides, tu peux les poser au soleil ou les réchauffer dans ta veste. Maureen, est-ce que tu me parlerais un peu de cet endroit? Où est-ce qu'on est? Nous sommes à Bob's Rock. C'est un de mes endroits préférés de la vallée pour grimper. C'est très facile d'accès. C'est proche de la ville. C'est une vraie chance. Ok. Bon alors, je vais regarder comment tu montes. Et après, tu vas m'initier. Oui, mais comme je n'ai qu'une main, il vaut mieux que tu fasses ce que je dis et pas ce que je fais. Ah, ok, perfect. Yeah, go ahead and give me the birthday. Merci pour le coup de main. C'est amusant, mais pas si simple. Go. Allez. Ça fait peur. Come on, Maureen. Yes! Wow, congratulations! Ok. C'était pas évident. Au sommet, j'ai croisé mes deux bras et je me suis un peu emmêlée. C'est un privilège d'être avec toi aujourd'hui. Tu as commencé à quel âge? J'avais 12 ans. J'étais dans un camp de scouts de filles. Et c'était de la vraie roche, avec des prises naturelles. J'ai immédiatement adoré. Je faisais déjà du foot, du tennis et d'autres sports, mais rien de comparable avec l'escalade. Il faut rester concentré, c'est juste toi et la roche. Il y a aussi une relation particulière avec la personne qui t'assure. C'est une question de confiance. Donc quand tu as 12 ans et que tes parents ne font pas d'escalade, tu n'es pas aidé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est potasser des livres, et quand je suis rentrée à l'université, j'ai commencé à grimper tous les jours. Mais alors, dis-moi, tu as fait beaucoup de sport et tu décides
de faire de l'escalade avec une seule main. Je suis sûrement un peu têtue et j'aimais bien me dire que tout le monde pensait que j'étais incapable de grimper. Donc je voulais leur prouver qu'ils avaient tort en devenant une excellente grimpeuse. Mon rêve, c'est de participer à la première épreuve de para-escalade aux Jeux de Los Angeles en 2028. Mais c'est encore loin, alors en attendant, je veux juste grimper le plus possible. C'est mon tour maintenant. Qui fait la sécurité? Amy? Oui, c'est la chef. Tu as peur? Non, mais c'est une bonne sensation d'être un peu nerveux. On se sent vivant. Yes, c'est ça. OK. Regarde bien autour de toi où tu peux poser tes pieds et tes mains. Joli. OK. Allez. Oh! Ça fait vraiment peur, hein? Et n'oublie pas de respirer pendant que tu grimpes, hein. Almost there. Elle y est presque. Et quand tu seras en haut, touche l'anneau et ça sera bon. Done! Yeah! Yes! Good work. Bravo, tu as grimpé super vite. C'est magnifique. Merci beaucoup. Ah, nous voilà à Buena Vista, même si ici on dit Buena Vista. Oui, les gens d'ici disent Buena Vista. On sait bien que ce n'est pas la bonne prononciation, mais c'est comme ça qu'on dit. Buena Vista. C'est une des zones du Colorado où on a trouvé de l'or et de l'argent. Il y a toujours des traces de cette activité minière dans les montagnes, des anciennes installations. C'est plutôt intéressant. Il reste encore des ranchs dans le coin. Et on appelle cette région la ceinture de la banane parce que les hivers y sont très doux. Notre ville n'est pas une station de ski, mais c'est une ville de montagne avec plein d'activités à faire l'hiver. On vit vraiment du tourisme ici. Et comme la journée n'est pas terminée, je te propose d'aller pêcher. Yes. C'est un endroit magnifique. Hey, Brian. Salut Brian. Hello. Salut. Bonjour, je suis Sabine. C'est mon mari. C'est un expert de la pêche à la mouche. Et donc la technique de pêche qu'on pratique, c'est le tenkara. C'est une technique japonaise sans moulinet. C'est très simple, il suffit de lancer la ligne d'avant en arrière. Okay. Et qu'est-ce que tu mets au bout de la ligne? On utilise des mouches artificielles. Okay. On essaie de piéger les poissons en leur faisant croire qu'ils vont manger un insecte. Et quelle espèce de poisson on peut espérer attraper ici? Dans cette rivière et dans le Colorado en général, il y a beaucoup de truites. On peut attraper des truites brunes ou des truites arc-en-ciel. C'est le paradis des truites. OK. Et c'est dans ces remous qu'on a le plus de chances de pêcher. À mon avis, il faudrait que tu te mouilles un peu les pieds. Je vais plus loin. Un peu froid? OK, on est en montagne et c'est froid. Ah ouais, attends, Brian, il fait comme ça, en fait. Voilà. Oh, ça mord. Oh, elle est énorme. Belle prise. Wow. Tu veux voir? On la relâche? Ouais, on va aller, on le libère. Yes. Magnifique. Merci de t'être laissé attraper. OK. Bye. Bye bye. Et en cette saison,
Le niveau de l'eau, il est relativement bas. Est-ce que c'est une bonne saison pour pêcher? Oui, à la fin de l'été, ils abaissent le niveau de l'eau. La rivière atteint son niveau hivernal. Les activités de rafting s'arrêtent bientôt. Mais les poissons reviennent en masse car l'eau est plus calme. D'accord. Je me demande si je suis pas en train de pêcher des cailloux, moi. Petit. Et tu vois, quand tu es dans un lieu comme celui-ci, même si tu n'attrapes pas de poissons, tu peux toujours profiter des magnifiques paysages. Petit. Nous y sommes. On peut en voir quelques-uns maintenant. Regardez, il y a une femelle. Elle nous regarde. Elle nous a vus. À Fort Collins, au nord de Denver, depuis 15 ans, ces passionnés travaillent au retour d'un emblème américain, le bison. Ce groupe est constitué d'individus importés par Matt depuis le parc de Yellowstone. L'idée, créer une réserve forte d'un nouveau patrimoine génétique. En tant que responsable de ces bisons, c'était effectivement notre but premier de créer un troupeau viable qui puisse contribuer à une plus large échelle à la conservation de l'espèce. Ce troupeau a commencé avec seulement 10 bisons. À l'avenir, la réserve doit permettre de repeupler d'autres espaces du territoire américain. Et c'est plutôt un succès. Les bisons ont prospéré ici. Nous sommes installés depuis 9 ans et chaque année, ou presque, chaque femelle fait un petit. Et je crois d'ailleurs qu'une grosse maman est en train de s'approcher. Donc nous allons nous réfugier sur la voiture car elle peut arriver très vite sur nous. C'était une des espèces les plus importantes en termes de population que l'on ait jamais eu dans notre pays. Ce sont des icônes, une icône de l'Ouest. Réintroduire le bison va au-delà du symbole. Il est aussi question d'équilibre d'un écosystème. Les bisons ont été délibérément chassés. Ils ont été effacés du paysage. Cela a créé un grand vide dans ces grands espaces. Ces immenses prairies ont besoin des ruminants. Et les principaux ruminants qui ont évolué ici dans ces espaces nord-américains, ce sont les bisons. Ils sont ce que l'on appelle une espèce clé. Leur présence soutient celle de très nombreuses autres espèces. Dans ces immensités du Colorado, la diversité animale ne manque pas. Et quand il est question de faune sauvage, ce n'est pas toujours sans danger. La seule chose que vous devez savoir concernant les gros animaux sauvages, les grands prédateurs, c'est ne courez pas, ne les fuyez pas. Avec les ours noirs que nous avons dans le Colorado, vous devez être bruyant, en hurlant et en criant. Ça devrait suffire pour les faire fuir. Si un ours noir vous attaque, il ne devrait pas, car c'est très rare chez eux. Vous ne devez pas jouer le mort. Vous devez vous battre contre l'ours. Le risque d'affronter un ours noir est mince. Mais Jess et Jason ont de nombreux autres conseils pour découvrir les bases de survie en milieu sauvage. Première priorité, pouvoir faire un feu. Après récolte du combustible, les stagiaires de tous âges apprennent l'utilisation d'une pierre à feu. Alors, tu dois le tenir avec un angle comme celui-ci. Voilà, maintenant essaye. Comme ça? Oui, tu as réussi, beau boulot. Maintenant, tu prends tout ce tas de branches et tu le mets sur le dessus. On va ajouter un peu plus d'herbe sèche.
Nos ancêtres ont toujours su comment faire du feu. Ils savaient comment vivre en forêt et en milieu sauvage. Aujourd'hui, on appelle ça des stages de survie, comme s'il s'agissait simplement de survie. Mais en réalité, ça fait simplement partie de la nature humaine. Être partie prenante de la nature, savoir interagir avec les plantes et travailler avec les éléments naturels. Se chauffer, se nourrir, s'abriter. Sur le site, des exemples d'abris durables construits en plusieurs jours, mais pour les stagiaires, il s'agit de faire plus simple. Un abri de fortune construit en urgence. Je commence par choisir un bon endroit, la meilleure position. Donc je regarde en haut en m'assurant qu'il n'y a pas de branche morte qui pourrait tomber et me frapper à la tête. Le Colorado a clairement de nombreuses opportunités d'aventure. Car ici, on peut aller d'un semi-désert au désert aride en passant par des hautes montagnes et à tous ces genres de paysages. Alors tout ce que vous pourrez apprendre ici pourra s'avérer utile quelque part. Oh, comme c'est mignon. Vous savez, les citadins qui viennent ici ne sont jamais allés dans des endroits sans lumière de nuit, sans lampadaire. Et j'ai beaucoup de clients qui arrivent en ayant perdu la connexion à la nature. Mais quand ils restent ici et passent quelques jours avec nous, ils sont capables de respirer enfin, de se calmer, de profiter de la nature. Loin du survivalisme viriliste, Jason et Jess apportent une dimension spirituelle à leur stage. Et la journée se termine par un temps méditatif. Profitez de ce moment. C'est une remise à zéro de votre système nerveux. Et prenez-le comme un cadeau que la nature nous offre dans cet espace paisible. Ici, on n'enseigne pas la peur. Nous enseignons la confiance en soi, l'autonomie et de simples aptitudes humaines qui nous permettent de faire des choses magnifiques dans la nature, avec la nature. Des hommes et des femmes à la découverte d'expériences primitives. Des bisons retrouvant leur habitat naturel. Le Colorado offre un théâtre parfait pour la vie à l'état sauvage. Merci beaucoup Steve de m'accueillir sur votre ferme. C'est vraiment impressionnant de voir cette oasis de verdure et juste en arrière-plan, les montagnes extrêmement désertiques. Nous cultivons des fruits à environ 2000 mètres. C'est très haut et pas courant. Et beaucoup de gens disent « Comment réussissez-vous à faire ça ?» Normalement, vous ne pouvez pas cultiver d'arbres fruitiers ici dans le Colorado, car le climat est trop variable. Mais ici, grâce à un microclimat, c'est possible. À cause de notre climat désertique, nous avons une variation de 20 degrés entre le jour et la nuit. Donc il fait chaud pendant la journée, frais la nuit, et cela met en valeur les sucres et les saveurs des fruits. C'est pour cette raison que vos pêches sont fameuses dans tout l'État. Yes. On a 20 cm de pluie par an. Maximum. Ce qui n'est pas beaucoup. Tout ce que tu vois dans cette plantation, nous l'irriguons. Nous utilisons des systèmes de goutte à goutte, des petits tuyaux. Notre utilisation d'eau est efficace à 90%, parce que nous devons être très attentifs à l'eau. Votre ferme est une ferme familiale. Vous êtes la 4e génération, je crois. Et toutes vos productions sont biologiques, mais depuis quand ? Nous sommes certifiés 100% biologiques depuis 2004. Nous cultivons des cerises douces, des pêches, des pommes, des poires et des prunes. Aux États-Unis, je ne sais pas pour la France, il y a énormément de fruits vendus qui ne sont pas très bons. Ils sont cueillis trop tôt ou stockés trop longtemps. Et donc notre objectif est de donner envie de manger nos fruits. Un fruit, c'est bon. Alors pourquoi ne pas faire en sorte qu'il ait le meilleur goût possible ?
Voici Regan. Enchantée. Enchantée de vous rencontrer. Juste une chose, vous avez un écureuil géant là. C'est normal? Ce n'est pas notre animal préféré à la ferme, parce qu'il mange les fruits. Bon, je vous laisse. Je vous verrai dans 2 heures. Merci beaucoup. Il est aussi gros qu'un chat. Ce que j'aime le plus, c'est éduquer les gens sur tout ce qui concerne la culture des fruits. Nous récoltons les fruits, nous les emballons, nous faisons la promotion des fruits, nous les vendons, nous allons au contact du client, nous nous occupons du transport et tout ce qui est trop moche pour être vendu, nous le transformons en d'autres produits. Bravo, félicitations. Est-ce que quelquefois, vous allez sur les marchés? Oui, Oui. j'adore aller au marché fermier. C'est l'une des choses que je préfère. C'est ici que nous faisons la récolte aujourd'hui. Ce sont des pommes Honeycrisp, une des variétés les plus populaires aux États-Unis. Il y a plusieurs choses à regarder. D'abord la couleur, si le fruit a bien pris le soleil. Regarde celle-ci comme elle est belle. Cette variété a le dessus jaune. Ah, d'accord, ok. Bon, alors je peux la prendre. 1, 2, 3. Extrêmement juteuse. D'ailleurs, on s'en met partout. Avant de récolter une parcelle, nous marchons à travers le verger et nous goûtons. J'aime bien ce boulot. La récolte des pommes au Colorado, c'est pas mal. Oui, c'est sympa. Celle-ci, elle a pris le soleil, elle est bien rouge. Il y a du jaune partout. Perfect. This one is perfect. Absolutely. Voilà. Ah, elle a l'air bien habitée aussi. Ah non, pas du tout. Elle est très belle. Ces pêches ont été cueillies ce matin. Et quand nous commercialisons nos pêches au marché fermier, il ne faut pas des pêches avec des trous ou des défauts. Par exemple, ce bac-ci, c'est du 3e choix. Avec celle-là, on va faire de la confiture. Donc, il n'y a absolument pas de gâchis, parce que 1er, 2e ou 3e choix, toutes les pêches vont trouver un usage. En plus, tous les déchets qui restent, nous les donnons à un éleveur de porcs voisin qui les donne à ses cochons. Ok. Est-ce que vous dégustez souvent les produits de votre ferme? Chaque jour pour le petit déjeuner, nous mangeons des fruits. Tous les jours pour le goûter. Et parfois pour le dîner. Et on prend aussi des fruits, nous les cultivons. Et là, qu'est-ce que vous avez préparé? Des pêches avec un filet de vinaigre balsamique, de la ricotta et une feuille de basilic. C'est très simple. Ah, ça va tout caraméliser. Donc ça veut dire que ces fruits sont super sucrés. On goûte? C'est pas mal comme snack, hein. Très bon. Vos réservoirs d'eau, ils sont situés à quelle altitude? Ils sont à 3300 mètres environ. La différence avec l'altitude de la ferme, c'est qu'il neige pas mal en hiver. Il tombe environ 3 à 5 mètres de neige. Ah ouais? C'est notre source d'eau pour l'été. C'est un employé de l'État qui gère les vannes des réservoirs. Il contrôle le volume d'eau libéré. Ensuite, il redirige cette eau vers notre canal. Nous ne pouvons pas prendre plus que ça. On ne peut pas tricher.
Non, mais cette couleur jaune, c'est incroyable. C'est mon endroit préféré pour trouver la paix. Ah, mais je comprends. Fou! Waouh, c'est super beau. Oh! Salut toi! Bah oui, là où il y a de l'eau, il y a des grenouilles. Voilà, devant toi, c'est une partie de l'eau qui arrose nos arbres. Donc là, il y a une situation où vous avez appris à partager l'eau du Colorado, des réservoirs pour les 7 États. Mais cette discussion va devoir être réouverte en fonction de l'évolution du climat. Ça fait maintenant 2 ans que les débats sont réouverts. Cette eau est très précieuse. Sans l'eau ici, nous n'aurions pas d'agriculture. C'est une partie intégrante de notre vie. Apparemment, il dit qu'il n'a pas envie de s'approcher. La longueur des étriers, ça va pour vous? Oui, c'est OK. Sous le soleil matinal du Colorado, les cowboys locaux s'apprêtent à partir à cheval. Ces cowboys sont seulement de passage au Sylvandale Ranch. Ici, pas de travaux agricoles. C'est ce que l'on appelle un guest ranch, un lieu de loisirs où les clients viennent goûter le temps d'une semaine au style de vie du Far West. Nous recevons du cavalier expérimenté aux plus purs novices, qui n'ont jamais monté à cheval. C'est vraiment sympa. Ok, amusez-vous bien à trier les vaches. Oui, compte sur moi. Bonne journée. Quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. Les ranchs de loisirs ont réellement débuté à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, du fait de l'arrivée du chemin de fer. Donc, les gens de l'Est, où tout le monde était installé, pouvaient enfin se rendre vers l'Ouest. Donc, ils ont commencé à résider dans des ranchs, souvent en échange d'un peu de travail. C'est comme ça que ce style de tourisme a commencé. Tout le monde est prêt? Les derniers chevaux sont prêts à partir? Sur les terres du ranch, les visiteurs s'adonnent à des sorties à cheval. Les grands espaces, les prairies sauvages, saveur du Grand Ouest. Je suis toujours heureuse ici. Ça vous paraît stupide? Je suis toujours heureuse ici. Monter à cheval, profiter avec ces belles bêtes et être dehors toute la journée dans ces paysages. Je vis dans cet État, au Colorado. Et ici, c'est une partie du territoire dont on ne profite pas réellement, sinon en montant à cheval. C'est la seule vraie manière de découvrir ces lieux. Ça nous donne vraiment l'impression de vivre dans un western classique. Immersion dans les paysages à cheval et dans la peau des cowboys en travaillant avec les troupeaux. Allez-y, entrez et vous vous en occupez. Sans moi. À vous de faire mon travail. Aujourd'hui, les apprentis ramènent le bétail à la ferme. Ok, on doit les pousser dans cette direction. Le ranch possède plus de 80 chevaux, mais à peine 40 vaches. Elles sont seulement présentes pour permettre de vivre ces expériences immersives. Nous récupérons le bétail au printemps et on les revend à l'automne. On les utilise pour apprendre aux clients à faire du triage. Nous faisons aussi une grande transhumance en été pour envoyer le troupeau en montagne. Ce travail a toujours été là.
et existe même dans ma propre famille. Il se trouve que mon frère et mon père élèvent toujours des vaches pour la viande. Et ils utilisent les chevaux pour déplacer les troupeaux et tous les autres travaux de la ferme. S'ils existent encore, beaucoup de ranchs agricoles se tournent vers cette activité touristique. Une économie rentable pour un travail moins pénible. Très bien, Hélène. Mike, si tu pointes bien le nez de ton cheval et que tu suis le mouvement de la tête de la vache, elle va rentrer. Et voilà. Vous voyez, le travail d'équipe, ça paye toujours. L'objectif en faisant faire ce tri des vaches aux invités, c'est de leur montrer que ce n'était pas juste un jeu. Ce n'est pas aussi facile que ce qu'on peut voir à la télévision. En réalité, vous montez un animal de 4 à 600 kilos pour essayer de déplacer un autre animal de 400 kilos. Et ça n'est jamais aussi simple que ce que l'on peut voir sur les écrans. Voilà, t'as réussi. Au Sylvandale Ranch, on pousse l'expérience jusqu'à découvrir l'univers culturel de l'Ouest américain. Sharon enseigne ses danses traditionnelles du 19e siècle, loin des clichés du Far West dangereux et violent. Quand on pense au Far West, oui, il y avait des cow-boys, des règlements de compte, des mouvements de troupeaux et de la poussière, et toute la dureté du Grand Ouest. Mais il y avait aussi des villageois qui se retrouvaient et se réchauffaient le cœur, et certains gentlemen qui voulaient trouver une épouse, plutôt que de rester toujours seuls avec leur cheval dans le Grand Ouest. Les guest ranch occupent une part de plus en plus importante dans l'économie locale. Ils contribuent à préserver des traditions et des territoires authentiques. Bonjour Patrick. Enchanté de te rencontrer. Merci beaucoup d'accepter de me retrouver ici à l'hôtel Colorado, qui est un endroit historique. C'est un vrai plaisir. L'hôtel est absolument magnifique. Quand j'ai préparé ce voyage, tu m'as dit que tu étais un enfant du fleuve Colorado. Oui, j'ai grandi à Glenwood Springs. Et la rivière est si proche et si chère à mon cœur. C'est vraiment la veine ou l'artère de Glenwood Springs. Walter Devereux est celui qui a vu l'intérêt et la possibilité de faire de Glenwood Springs une véritable ville touristique, en créant les thermes et les piscines d'eau chaude de la ville. À partir de 1887-1888, il a achevé la construction des Glenwood Hot Springs. C'est la grande piscine que j'ai vue en venant. Exactement. Une fois que cette construction a été achevée en 1893, il a décidé de bâtir l'hôtel Colorado où on se trouve. Ici, il y a une telle richesse et de multiples activités pour se divertir. J'ai participé activement à développer avec mon entreprise le rafting, le kayak, l'escalade dans le canyon. Depuis que je suis arrivée dans ce pays, je n'ai qu'une envie, c'est de voir ce fameux fleuve Colorado. Il y a une énergie autour de la rivière Colorado, surtout lorsqu'elle passe à travers le canyon de Glenwood ou le Grand Canyon. À quelle heure le rendez-vous demain matin? Ça te va de commencer tôt? Je dirais 8 heures. D'accord, 8 heures. Santé. Cheers. Merci pour l'accueil. Sabine, est-ce que tu peux m'aider à mettre le raft à l'eau? Tu peux prendre la poignée là et ensuite glissons simplement. Patrick,
J'ai oublié de te dire, c'est la première fois que je fais du rafting. On va passer un bon moment. Ici, on est à l'endroit qui s'appelle Sans Nom. À la fin des années 1800, il y a eu un recensement dans le coin. Ils ont recensé la communauté de la petite ville au-dessus et comme ils ne savaient pas comment elle s'appelait, ils ont noté Sans Nom, avec un point d'interrogation. Au fil du temps, c'est resté Sans Nom. Regarde les oies qui se baladent, elles se dirigent vers le sud. Ça y est, nous y sommes, sur le Colorado. Tadam, tadam, Colorado River. Nous avons eu quelques westerns célèbres tournés ici. Tom Hicks était un acteur célèbre à l'époque. Il montait son cheval à travers ces arbres et s'éloignait de la voie ferrée. Je suis dans une scène de cinéma. La rivière Colorado prend sa source dans le parc national des Rocky Mountains, donc à environ 250 km en amont. Il y a pas mal d'affluents qui, bien sûr, se rejoignent. À l'origine, elle s'appelait la Grand River. Le nom a été changé en rivière Colorado en 1921. Elle a un impact significatif sur les 7 États qu'elle traverse. C'est 7 États et 40 millions de personnes qui vivent du fleuve. Oui, c'est un élément très important. Pas seulement pour le paysage, mais aussi pour l'approvisionnement en eau de l'Ouest américain. Donc cela nécessite une entente et des accords impératifs entre ces 7 États. Pour pouvoir exploiter la rivière Colorado ou pouvoir puiser son eau. Est-ce que vraiment le fleuve a perdu 20% de son débit en un siècle? Une année, le niveau est très haut. Une année, c'est très sec. Et bien sûr, à mesure que la population augmente, il y a toujours plus de demandes sur la ressource. Bah donc il faut profiter de ce qu'on a, hein? Ça c'est quoi ça? Nous avons 30 vautours qui volent au-dessus de nous ici. Il y a toujours quelque chose de nouveau à chaque fois que tu traverses le canyon. Tu découvres toujours une nouvelle partie du canyon, du paysage, c'est vraiment magnifique. Être sur la rivière est vraiment, vraiment apaisant. Ça va éclabousser, on va se faire mouiller. Patrick, est-ce que tu es jamais tombé là, ici? C'est ça qui est amusant avec le rafting. On dit toujours qu'il y a les guides qui n'ont pas encore chaviré et il y a les guides qui finiront par chavirer. S'il te plaît, reste avec moi sur le bateau. On reste ensemble, on est une équipe. Ok, allons-y. Très bien, vas-y, continue. Magnifique. La même chose, et cette fois, je vais te dire de faire 2, 3 ou 4 coups de pagaie. Allez, on y va. C'est super impressionnant. Allez, 4 coups de pagaie. Arrête de pagayer. Parfait. On a passé le premier rapide. 4 ou 5 de plus avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Good job, well done. All right. Top là. High five. Beau travail. On dirait que le temps a changé. On a de la chance d'être arrivé à la source d'eau chaude. On y sera dans quelques secondes. Ça sent pas très bon. Ça sent le soufre. Je peux aller me plonger là dans cette petite piscine? Oui, l'eau doit être à environ 30 degrés. Et au fur et à mesure que l'eau de la rivière se mélange, la température descend un peu. Ah, super. Hello. How are you guys? Comment ça va les gars? Oh, là elle est vraiment chaude. D'où elle vient cette eau? C'est de la géothermie? Oui, c'est ça. Sur le kilomètre à partir d'ici, il y a 30 à 40 différentes sources d'eau chaude qui sortent du sol. Et c'est pour cette raison qu'il y a plein d'hôtels qui proposent des piscines d'eau chaude. Vraiment Patrick, mais merci beaucoup pour cette journée extraordinaire. Je suis en train de prendre un bain chaud dans le Colorado. Franchement, pas mal. Et
Dans l'eau, je me sens entourée, en sécurité. Je suis pure. Je suis sacrée. L'eau, c'est la vie. Nous prions pour l'eau. Nous prions avec l'eau pour bénir nos êtres aimés et tout ce qui nous entoure. Regina White Skunk a écrit ce texte en l'honneur de l'eau. Elle vient de la tribu des Mountain Utes, la principale tribu amérindienne du sud-ouest du Colorado. Elle œuvre depuis des années à la protection de l'environnement sur les territoires de son peuple. Quand nous venons au bord d'un point d'eau, c'est une coutume pour nous de rendre grâce et d'une certaine façon annoncer notre présence à cette eau. Ce site où nous nous trouvons est un point d'eau historique pour mon peuple, la tribu Ute et d'autres tribus indigènes qui avaient le privilège et l'honneur de vivre alentour. Mais nous vivons aujourd'hui dans des réserves depuis plusieurs générations. Membre du conseil tribal et représentante à l'échelle fédérale, Regina lutte pour le respect de ces sites sacrés. Mon arrière-grand-père était l'un des derniers guérisseurs traditionnels. Mon grand-père était un des chefs de la danse du soleil. Et par tradition, en tant que membre de la famille, nous avons une responsabilité particulière en tant que femmes. J'ai appris beaucoup sur tout cela grâce à ma grand-mère et à ma mère. Et ces dernières années, j'ai pu constater que les rôles avaient changé. Regina est aujourd'hui grand-mère. Depuis toujours, elle transmet son savoir et les traditions familiales à ses filles, comme son aînée, Shay. Je ressens un lien très fort envers cette symbolique que l'eau peut avoir dans notre culture. Et comment cela peut s'appliquer dans notre vie de tous les jours. J'essaie de recevoir autant que je peux de mes grands-parents et de mes parents pour transmettre aussi à mes filles. Depuis des générations, la tribu des Mountain Utes vit au Mesa Verde, parc national où l'on trouve des vestiges archéologiques datant de près de 1000 ans. Preuve d'une vie autochtone ancestrale. Regina tente de sauver cet héritage auprès de ses descendants. Ses petits-enfants apprennent à leur tour les danses, les traditions et les rituels. Les cheveux ont quelque chose de spécial. Ils sont sacrés chez les filles. Et historiquement, ils ne peuvent pas être coiffés par n'importe qui. Seulement les grands-mères, les mères. Et c'est un temps important pour leur apprendre à suivre ces traditions sacrées. Le peuple Ute est une société matriarcale, donc la place des femmes est très spéciale. Nous sommes les gardiennes du savoir. Et elles sont honorées et bénies pendant toute la période où elles peuvent donner naissance. Depuis 3 ans, sur les conseils de Regina, Sissy, Laura, Darcy et Paul exécutent ces danses lors de cérémonies. J'ai moi-même grandi en dansant ici. Une des robes que les filles portent était la mienne auparavant. C'est vraiment beau de les voir continuer aujourd'hui. Ces robes sont décorées de clochettes et une robe normale adulte en compte 365. Et chacune représente une prière par jour de l'année. Pour les plus jeunes filles comme ici, on n'en accroche que sur la partie basse. Ce n'est pas une robe très légère. Elle requiert de l'agilité et une grande énergie. La tenue de Paul arbore des plumes sacrées. Les danses imitent certains animaux. La musique reprend le son du vent ou des rivières. Autant d'hommages aux éléments naturels essentiels à la vie des hommes. J'ai vu un bébé crevette. Un bébé crevette? Il n'y a pas de crevettes ici. Oh, il y a des petits têtards. Des têtards? Alors vous voyez, faites bien attention car le lac est aussi la maison de quelqu'un.
La Terre a besoin de nous autant que nous avons besoin d'elle. Entendre parler notre langue traditionnelle et entendre nos prières et nos chants. Parfois, je viens et je chante en reconnaissance à la nature et lui signifier que je suis là. Et plus encore, pour faire savoir aux ancêtres que nous sommes toujours présents pour chanter, danser, prier, pour vivre. La vie nomade des Amérindiens a disparu. Leurs langues traditionnelles s'éteignent. Mais certaines traditions demeurent grâce à la transmission assurée souvent par les femmes. Zébulon? Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien. Merci beaucoup de m'accueillir à Grand Junction. Quand j'ai préparé mon voyage, j'étais à la recherche de quelqu'un qui m'aiderait à découvrir l'un des grands parcs nationaux du Colorado. Et tout le monde m'a répondu immédiatement, il faut absolument contacter Zébulon Miracle. C'est très flatteur. Une des choses que je préfère, c'est faire découvrir aux gens du monde entier mon jardin secret et ma communauté. Leur permettre d'arpenter le parc national, de ressentir et de bien comprendre cet endroit. Mais quel est ton travail pour que tu connaisses si bien ce parc et que tu sois recommandé de cette manière-là? J'ai eu un parcours professionnel très diversifié. Je suis d'abord allé à l'université pour étudier l'histoire et l'anthropologie. Et après mes études, j'ai pu obtenir un emploi comme conservateur dans un musée, ici, à Grand Junction. J'ai pu étudier la région locale, travailler avec des géologues et des paléontologues pour vraiment comprendre ce que les roches nous disent. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de m'emmener découvrir le Colorado National Monument? Ce parc n'est pas seulement d'une beauté époustouflante. Il touche tous les sens et les curiosités. Tu vas pouvoir t'en rendre compte. Je pense que cela représente vraiment ce qui fait le Colorado. On y va! C'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Bienvenue au paradis. C'est monumental. Bah voilà, je comprends pourquoi ça s'appelle le monument du Colorado. C'est très facile de venir ici. La ville est à quelques minutes et il est très facile de venir profiter de la nature. On peut y trouver le silence, la solitude et ça permet vraiment de se connecter et comprendre la nature. Je suis impressionnée de voir à quel point nous sommes dans une vallée définitivement vraiment sauvage, mais les chemins sont très bien dessinés. Est-ce que je peux remercier le pionnier John Otto, celui qui a créé le parc? Oui, absolument. Quand John Otto est arrivé à Grand Junction, ces canyons étaient largement ignorés par les personnes qui vivaient aux alentours. On ne pouvait pas cultiver ici, c'était difficile de faire de l'élevage. Donc personne ne venait vraiment dans ces canyons. Mais quand John Otto est arrivé, il a dit « c'est le cœur du monde ». Ces canyons, ces couleurs, ces plantes, c'est quelque chose que tout le monde doit voir. Donc John Otto a commencé à travailler tout seul, à façonner les premiers sentiers. Et il a vraiment poussé pour obtenir une protection pour ce parc national. C'est la vision d'un homme qui a fait tout cela. Un endroit que les gens du monde entier viennent visiter. C'était il y a 100 ans. Et nous voilà. Thank you, John. Ben, moi aussi, je vais mettre un petit caillou pour dire que je suis venue ici. Ok. Youhou.
La cuisine du diable. Ça ressemble à une grande pièce et pendant l'été, il fait incroyablement chaud. Et cette chaleur rebondit sur les murs. On a l'impression d'être dans un four quand on est ici. Mais j'adore ça. Ok, d'accord. Et là, tout ce qu'on peut voir, en fait, l'architecte principal de cette pièce, c'est l'eau. Les meilleurs sculpteurs que nous avons, ce sont l'eau, le vent et le temps. Avec juste un peu de pluie, on peut faire beaucoup. Et avec le peu d'eau qu'il tombe chaque année, mais sur des millions d'années dans cette roche incroyablement douce, cela nous donne ces caractéristiques et formations étonnantes. C'est incroyable. Cet architecte liquide, est-ce que ça a été un océan? Est-ce que ça a été un fleuve? Les deux en même temps? Un peu des deux. Nous avons été recouverts par les océans plusieurs fois. Mais ce que nous voyons ici, c'est uniquement l'érosion provoquée par la pluie. Ce paysage n'est pas un paysage mort. Je suis très surprise, Zébulon, de voir autant de végétation ici dans ce canyon, alors qu'on est quand même en plein désert. Ici, au Colorado National Monument, on trouve de nombreux écosystèmes différents. Je vais te montrer sûrement l'élément le plus important que nous avons ici. C'est juste là. Cela s'appelle le sol cryptobiotique, ou la vie cachée. C'est ce qui maintient les éléments du désert ensemble. Sans cela, tout le reste de la végétation disparaîtrait. Donc, je suppose qu'il est recommandé de rester sur les chemins dans le canyon pour préserver ce genre de petites choses. Exactement. Maintenant, on va monter jusqu'au sommet de ces canyons. Nous allons grimper encore, et encore, et encore. On appelle cet endroit la chair de poule, le grand frisson. C'est ce que tu devrais ressentir le long de ton dos. Je vais voir si j'ai un peu le vertige. Ça marche, ça fait des frissons, ça marche. Depuis ici, on peut voir les différentes formations rocheuses. Chacune de ces couches représente un moment de l'histoire géologique et une ère différente. Et donc observer des canyons comme celui-ci, c'est comme ouvrir un livre. Nous pouvons le lire chapitre par chapitre, jusqu'à 1,5 milliard d'années. La formation rocheuse la plus jeune remonte aux dinosaures, il y a 150 millions d'années. C'est l'endroit où je préfère emmener mon fils. Et je vais te montrer pourquoi. Tu es prête? Yes. Colorado! Ça va? J'ai faim! Tu as faim? J'ai un pique-nique prêt pour nous. Bon appétit! Ça fait du bien. C'est la plus belle terrasse de restaurant que j'ai fréquentée depuis des années. Personnellement, je n'ai jamais vu un fantôme à San Telmo. Pourtant, on l'appelle bien ville fantôme. C'est dur à imaginer aujourd'hui, en voyant notre village de San Telmo, mais en 1880, il y avait environ 2000 personnes qui vivaient ici. C'était très vivant. Il y avait 5 saloons, 5 hôtels. Au XIXe siècle, San Telmo vivait grâce à l'activité minière de la région. Ici, certains villages restaient habités à peine 15 ans, le temps d'épuiser le filon d'or. En 1930, il ne restait plus que 6 personnes. Et en 1958, plus que 2.
Mais les bâtiments sont restés. Ils témoignent de ce que cette petite commune était auparavant. Et c'est ce que nous cherchons à préserver aujourd'hui. Depuis des décennies, Mélanie protège ce village fantôme des intempéries, des incendies, des promoteurs immobiliers ou tout simplement du vieillissement. Ici, un toit est en réparation. Reproduit à l'identique, en bois, comme à l'origine. Ce serait bien plus simple de tout reconstruire à neuf. Et c'est un choix très dur à comprendre pour beaucoup de gens ici en Amérique. Qu'il est important de sauver nos bâtiments historiques. Bonjour tout le monde. Bonjour Mike, bonjour Colin. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Bien. Tu penses finir aujourd'hui? Mike représente la 4e génération de la famille Persbacher, arrivée à San Telmo après avoir émigré d'Allemagne. Depuis 40 ans, il œuvre à la restauration du village, aujourd'hui ouvert aux visites touristiques. À peu près tout ce que vous voyez ici, qui tient encore debout, j'y ai contribué. J'aime cette ville, et c'est une partie de l'histoire de ma famille. Donc oui, je ferai n'importe quoi pour elle. Chaque édifice a une histoire. Il porte l'histoire de gens, de la façon dont ils vivaient et leurs traditions. Et donc en préservant un bâtiment, vous préservez une histoire. Affecté par la maladie, Mike a passé le relais à son fils John. Ensemble, ils ont reconstruit ce bâtiment. Ancien tribunal et ancienne prison. Tu te souviens s'il y avait des espaces entre les planches des murs et si c'était fait autrement à l'origine? Non, il y a toujours eu des trous. La prison n'était pas faite pour être confortable. Et elle ne devait clairement pas l'être. Désormais, 6 habitants vivent à l'année à San Telmo. John est installé dans l'ancienne maison close du village. Et malgré le changement d'époque, les conditions restent spartiates. Ma femme et moi sommes les deux seuls à vivre encore dans un des bâtiments historiques. Et on se chauffe toujours au bois. On n'a pas vraiment une bonne isolation. Donc on brûle pas mal de bois pour rester au chaud. Je crois que je ressens une certaine responsabilité envers notre histoire. On y trouve des réponses à des questions qu'on ne s'est même pas encore posées. Les ancêtres de John ont bâti le chemin de fer et travaillé à la mine. Fidèle à son passé familial, il faisait des visites guidées pour ses camarades dès l'âge de 11 ans. Et pour rencontrer le patrimoine minier du Colorado, il suffit de lever les yeux. C'est assez rare de se promener dans ces coins-là sans tomber sur d'anciennes infrastructures minières, comme cette tour d'extraction là-haut, ou ce vieux pont. Ça, c'était le point d'accès principal de la plus grande mine de la région. À l'époque, ils pouvaient extraire environ 150 tonnes de minerai par jour. Voici le pont Morlaix. C'était un pont de chemin de fer, un parmi tant d'autres sur cette route. Mais c'est le tout dernier pont d'époque de chemin de fer de l'État du Colorado. Clairement un vestige unique de l'histoire. La région regorge d'anciens villages en ruine et d'installations minières abandonnées. L'État du Colorado compte plus de 1500 vestiges du genre et on en découvre encore chaque année. Ma dernière surprise, le monument de l'indépendance. C'est vraiment l'icône du parc national. Et je comprends pourquoi c'est l'une des images les plus célèbres
de ce parc. John Otto est tombé complètement amoureux de cet endroit. Et c'est autour de cela qu'il a basé tout le parc. C'est la première personne que nous connaissons à avoir réellement escaladé jusqu'au sommet du monument de l'indépendance. Et il a emporté un grand drapeau des États-Unis qu'il a planté là-haut. Il espérait que les gens puissent le voir jusqu'à Grand Junction. Les premiers explorateurs américains, en voyant la vallée où se trouve aujourd'hui Grand Junction, l'ont qualifiée d'abomination de la désolation. Cependant, ils ont vu que les rivières qui traversaient la vallée, comme la rivière Colorado, étaient plus précieuses que l'argent et l'or. Cette eau a permis l'agriculture et la vie. Toutefois, la nature a toujours le dernier mot. L'eau, l'or et l'argent sont limités. Aujourd'hui, nous apprenons que la nature elle-même est notre plus grande richesse. Et j'ai l'impression que justement les Coloradiens, les Coloradiennes, si je peux les appeler comme ça, ont choisi ce mode de vie très très proche de la nature. Tout le monde est dehors tout le temps, camping, escalade, rafting, ski l'hiver, et que c'est comme ça que se fait une espèce d'équilibre entre les gens qui habitent ici et le territoire. Je voudrais vraiment te remercier, Zébulon, toi et toutes les personnes que j'ai rencontrées tout au long de mon voyage, pour tout ce savoir que vous avez partagé, ces expériences que vous m'avez permis de vivre, pour toute cette source d'inspiration. C'est vraiment un voyage extraordinaire. Alors merci beaucoup à toi et à tous les autres. Merci d'avoir visité notre bel État. J'espère que tu repartiras inspirée, curieuse et avec l'envie de revenir.